sur la ressourcerie de l'écrivain. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique sur les chroniques de Bridgerton, de Julia Quinn. Tout ça. Je vous avouerai que j'ai succombé aux sirènes du succès quand j'ai vu la série télé sur Netflix, qui je trouve est quand même bien qualitative, bien qu'elle ait, elle ait modifié des choses par rapport au matériau d'origine, mais je trouve que déjà on part sur sur une histoire qui était déjà moderne, parce que c'est pas du tout le reflet de l'époque, je ne pense pas. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout parce que les chroniques de Bridgerton, pour moi, c'est de la romance. On n'est pas sur de la romance historique, on est sur de la romance qui se passe dans un contexte historique, à savoir sous le règne du roi George et de la reine Charlotte. Qui sont, je sais même pas s'ils sont nommés dans la série de livres. Mais la série télévisée, je ferai sûrement quelque chose aussi à ce propos, vient rapporter la patte de Shonda Rhimes en modernisant, enfin en faisant un rendu qui est extrêmement moderne dans un contexte qui est historique. Quand j'ai vu la première saison de Bridgerton, je me suis acheté le premier roman, la première intégrale. Et au final, j'ai fini par tout acheter et tout lire et tout apprécier, franchement. Et je l'ai vraiment pris comme une romance. Je ne m'attendais pas à y trouver un contexte historique qui était fort. C'est plus un contexte historique d'habillage, on va dire. Et encore, on peut avoir l'indulgence du fait que, vu que ce sont des femmes, les pauvres, on va pas non plus les impliquer dans de l'histoire, de la grande histoire, les guerres napoléoniennes ou des trucs comme ça. Non, non, que nenni. Il faut qu'elles trouvent un mari, point barre. Et il faut que les hommes profitent bien de leur vie et des maîtresses, etc. Du coup, j'ai tout acheté et franchement, c'est chez J'ai lu. Je les trouve vraiment très beaux. Je sais qu'il y a une autre édition qui est, je crois aussi chez J'ai lu, qui est toute colorée et dorée. Moi, j'aime moins parce que je suis pas très fan des trucs très j'aime pas les trucs qui brillent, hein, mais enfin, et en plus ceux-là, c'est le truc qui est très valable, c'est que l'intégrale est à 14,90 €. Ça a peut-être augmenté entre temps. Oui, ça a pris 1 €. Du coup, ça fait le prix de 2 poches, donc, et en plus, c'est des jolis bouquins, donc allons-y. Pour un truc léger, moi j'aime bien me faire une petite romance en hiver. Julia Quinn, La chronique des Bridgerton, donc sur le tome 1 et 2, l'intégrale. C'est traduit de l'anglais États-Unis par Cécile Détuillier pour le tome 1, qui concerne Daphné, et par Edwige Hennebel pour le tome 2, qui concerne Anthony. Je les trouve vraiment très beaux, moi. J'aime bien, ils sont flashouilles. J'ai les Rock Lesby à côté. J'ai vu qu'il y avait le quartet des Smith, je vais les acheter. J'ai vu qu'il y avait les Hathaway de Lisa Kleypas qui sont sortis aussi dans cette édition-là. J'ai adoré les Hathaway, je vous en ai déjà parlé. Mais je les achèterai aussi et je vous les présenterai. Donc, la première intégrale. Très cher lecteur, quelle saison! Au rythme des bals et des réceptions, je vous ai narré le feuilleton haletant de la folle romance entre mademoiselle Daphné Bridgerton et Simon, le ténébreux duc de Hastings. Valse langoureuse, rebondissements cocasses et bagarres mémorables nous auront tenus en haleine jusqu'à l'épilogue d'un romantisme échevelé. Aurons-nous le temps de reprendre notre souffle? Il est à craindre que non, car il se chuchote déjà dans Londres qu'Anthony, le frère de Daphné, serait décidé à convoler lui aussi. Hélas, l'élu a une sœur odieuse qui s'oppose catégoriquement à cette union en raison du passé libertin du vicomte. Cela nous promet bien des péripéties, et comme il reste 6 Bridgerton à marier, votre dévouée chroniqueuse a de beaux jours devant elle. Ne perdez pas le fil, cher lecteur, la saga ne fait que commencer. Donc c'est la rubrique mondaine de Lady Whistledown à Londres en 1814. Je vous ferai un petit topo très rapidement sur la série télé en fin de vidéo, que je vous conseille vraiment. Elle est cool, quoi. C'est vraiment le truc un peu feel good, il y a du drama, tout ça, il y a des grands sentiments, c'est vraiment trop bien. Tome 1, la chronique des Bridgerton, Daphné et le Duc.
À la naissance de son fils, le duc de Hastings jubilait. Hélas, l'enfant bégait. Affront insupportable pour le duc qui l'a renié sans pitié. Le jeune Simon a grandi, solitaire et assoiffé de revanche. Après de brillantes études, il a bourlingué de par le monde jusqu'à la mort de son père, et c'est désormais porteur d'un titre prestigieux qu'il rentre en Angleterre. Il est aussitôt assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille. Mais Simon ne s'intéresse pas aux débutantes, sauf peut-être à Daphné Bridgerton, qu'il a rencontrée dans des circonstances cocasses. Comme Simon, elle voudrait juste qu'on la laisse en paix. Une idée machiavélique naît alors dans l'esprit du jeune duc. Je vais essayer de faire pas trop de comparaison avec la série, mais je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'en faire. Je pense que la grosse différence qui se situe entre la série télé et la série de livres, c'est que donc dans la série de livres, les Bridgerton sont bien une famille qui est de premier plan, qui est riche, qui est réputée, etc. C'est plus les garçons qui sont très demandés par les jeunes femmes. Les filles Bridgerton sont quand même plus... Enfin, ça va pas être les reines de la saison, c'est quelque chose qui n'existe pas dans les livres. Elles sont plutôt, on va dire, avec des grosses guillemets, elles sont plutôt ordinaires. Et Daphné, donc, est bien la première des 4 filles. C'est la 4e enfant des 8. Et donc, c'est toujours la même chose aussi. Violette Bridgerton est veuve depuis quelques années et Anthony est en charge de la famille. Je vais vous faire un petit résumé aussi de qui sont les Bridgerton. Donc, les Bridgerton, il y avait le papa qui s'appelle Edmund, qui était vicomte, qui a fait un mariage d'amour avec Violette. Et ils ont eu 8 enfants, dont les noms sont classés par ordre alphabétique. Donc on a Anthony, Bénédicte, un garçon, Colline, Daphné, la première fille, Héloïse, alors EF, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Au début de l'histoire, donc dans le premier tome, Daphné fait son entrée. Non, petite différence avec la série, Daphné est déjà entrée dans le monde et c'est sa 2e ou 3e saison, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, n'hésitez pas à me corriger si c'est le cas. Mais c'est pas. Donc c'est une famille qui est quand même, comme je vous l'ai dit, qui est bien assise, qui est confortable financièrement. Violette, ce qu'elle souhaiterait, c'est que ses 8 enfants, donc Anthony qui doit avoir dans les 27-28 jusqu'à la petite Hyacinthe, mais qui n'a que 10 ans, mais donc pas tout de suite, elle voudrait qu'ils fassent tous un mariage d'amour comme elle a pu le faire avec Edmund. Edmund, qu'on apprendra plus tard, on apprendra dans le tome 2 la manière dont le père, donc le chef de famille est mort. Le duc de Hastings, donc le duc de Hastings, c'était un homme qui était odieux, qui a réussi à avoir un héritier avec sa femme qu'il n'aimait pas, et il s'en est à peu près désintéressé jusqu'à ce que, parce qu'un enfant c'est pas très intéressant, on est d'accord, hein, pour un grand-duc, cet homme-là voulait transmettre son titre, sa fortune, ses terres, etc., ses responsabilités à son fils, mais il s'avère que son fils bégaye, ce qui est une honte pas possible. Donc il va éloigner son fils, qui va lui en tenir une énorme rigueur, ce qui est complètement normal. Et le gros nœud du problème, en fait pour Simon, c'est que il a promis sur le lit de mort de son père qu'il ne se marierait jamais et qu'il n'aurait jamais d'enfant. Et que le titre, les terres et la fortune, tout ça, ça mourrait avec lui. Et il entend bien conserver cette promesse. C'est un grand ami de Anthony Bridgerton, ils ont à peu près le même âge, ils ont fait les mêmes études, ils ont fait leurs études dans le même endroit en même temps, ce sont des gens qui se fréquentent, ils sont amis. Le truc qui est assez drôle, du coup, toute la série est quand même plutôt fun à lire, il y a beaucoup d'humour. Quand je vous disais qu'on n'est pas vraiment sur de la romance historique, c'est que la manière dont ils se parlent entre eux, les frères et sœurs, la mère et compagnie, enfin surtout les frères et sœurs, la manière dont ils se chicanent, etc., c'est certainement pas de cette manière-là dont des personnes qui appartenaient à la noblesse anglaise du début du 19e siècle parlaient entre eux, même s'ils étaient de la même famille et qu'ils se chicanaient entre frères et sœurs. Mais
Le truc qui est vraiment doudou en fait dans cette famille, c'est qu'ils s'aiment. Ils s'aiment tous, ils se chicanent comme dans toutes les familles qui vont bien. Alors, je sais qu'il y a une scène qui a été compliquée à la fois dans la série télévisée et qui est un petit peu différente dans le livre. C'est que, en fait, il y a un espèce d'énorme quiproquo, mais d'un côté, Simon, il en est complètement responsable. C'est que Daphné, en fait, elle arrive complètement pure, entre guillemets, et innocente au moment de leur mariage. Et en gros, elle sait pas comment on fait pour faire des bébés. Concrètement. Elle n'a pas eu les cours de bio, elle sait pas comment ça se passe. Ce qui fait que lors de leur premier rapport où ils s'amusent beaucoup et compagnie, une fois qu'ils ont réussi à se marier, parce que ça a été compliqué, pour elle, c'est comme ça que ça doit se passer, les devoirs conjugaux. Sauf qu'elle ne le sait pas et que Simon, il lui a pas expliqué la chose non plus. Et il en profite. Il en profite de ça. Daphné va finir par savoir comment on fait des bébés. Elle va finir par le piéger. Donc oui, on peut bien parler d'un... Il n'y a pas de consentement parce que Simon n'était pas d'accord, parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Et bon, effectivement, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. Le truc que j'ai trouvé par contre intéressant, c'était le fait de l'aborder et que ce problème de non-consentement se situe du côté de la femme. Parce qu'on est quand même avec une jeune fille qui a 18-19 ans et qui vient juste d'apprendre comment se déroule un rapport sexuel dans l'optique de concevoir un enfant. Donc comment on va jusqu'au bout. Parce qu'elle ne le savait pas avant, bien qu'elle ait déjà eu des rapports avec Simon, avec son mari. Je pense que le premier tome, Daphné le Duc, c'est sans doute celui qui est le plus faible. C'est une romancière américaine. Elle est spécialisée dans les romances historiques. Donc on parle bien de romance historique, ce qui veut dire que la romance est au premier plan, les contextes historiques est en arrière. Elle s'inspire de Jane Austen et ça se passe pendant la Régence anglaise, donc pendant que George était malade et que c'était la reine Charlotte qui s'occupait un petit peu de tout. Ce que vous avez vu dans la série télévisée n'est pas le reflet de ce qu'il s'est passé parce que historiquement, c'est vraiment, là je fais référence à Queen Charlotte. Historiquement, c'est vraiment sur la fin de sa vie que le roi George a commencé à perdre la tête. The Duke and I, c'est sorti en 2000 et des années plus tard, donc le dernier bouquin est sorti en 2013. C'est pas ses premiers romans parce qu'il y a une duologie, les Lyndon, qui est en 97, Agents of the Crown en 98-99. Ouais, elle avait écrit 4 livres avant d'écrire la série sur les Bridgerton. Le style de l'auteur qui était un petit peu faiblard au début et puis elle a pris plus confiance en elle après. Après, ne vous attendez pas à lire du Jane Austen ou du Emily Brontë. On est sur de la romance historique, mais avec un langage qui est quand même contemporain. Et j'ai vraiment aimé. C'était quand même une super entrée en matière, je trouve, pour la chronique des Bridgerton. Mais je n'y serais sûrement pas allée si j'avais pas vu la série Netflix. Je vais juste vous dire un petit truc, parce qu'il y a bien Lady Danbury dans la série la chronique des Bridgerton, les livres, qui n'a pas une importance aussi grande que celle qu'elle prend dans la série télévisée. Il me semble même qu'elle n'a pas vraiment le même rapport avec Simon Basset, donc Simon le duc de Hastings, qu'elle ait juste été entre guillemets amie avec la maman de Simon. Mais elle n'a pas l'importance dans la vie de Simon qu'elle a dans la série télé. Donc, petite citation. À propos de dragon, dit Bénédicte en tournant les yeux vers sa gauche sans bouger la tête. Suivant son regard, Daphné aperçut Lady Danbury qui se dirigeait vers eux avec lenteur. Celle-ci devait s'appuyer sur une canne, mais Daphné ne put réprimer un mouvement craintif. L'esprit caustique de la vieille dame était bien connu de toute l'aristocratie londonienne. Daphné l'avait toujours soupçonnée de cacher une âme sensible derrière ses manières acerbes, mais la seule perspective d'une discussion avec la redoutable Lady Danbury l'emplissait d'effroi. « Bon sang, pas moyen de lui échapper » murmura l'un de ses frères. Donc vous voyez, c'est
C'est un petit peu sur un contexte quand même, comme ça qui est extrêmement léger. Ah, attention, un baiser. Simon captura ses lèvres, dans l'espoir de lui montrer par un baiser ce qu'il apprenait tout juste à exprimer par les paroles. Il l'aimait, il l'adorait, il aurait marché pieds nus sur les braises pour elle. Il l'aimait tant qu'il en oubliait ses 3 frères, à quelques pas dans le hall. Parce que, donc, le contexte sera différent au niveau de la rencontre, mais on est bien sur un mariage aussi qui est précipité, comme dans la série télé, mais il y a quand même des choses qui sont bien différentes. Parce qu'on est tout simplement pas sur du même format, et je pense qu'au niveau d'une série télévisée, c'était pas possible de faire un focus juste sur un personnage ou un couple en fait sur une saison et de mettre tout le reste du monde en arrière-plan. Comme ça, ils ont préparé tout simplement les saisons suivantes en y injectant des personnages, en les transformant, etc. Et c'est pour ça qu'on a une série télé qui est de si belle qualité. Daphné, elle a un côté perfection dans la saison 1 tel qu'on le perçoit. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté aussi dans la série et que je trouve vraiment très pertinent. Parce que les femmes, en fait, les jeunes filles à marier comme ça n'avaient pas le choix. Parce qu'il fallait qu'elles chopent en fait un mari, donc il fallait qu'elle soit belle, qu'elle réponde à toutes les attentes qu'on pouvait leur poser, etc. Ce qui fait qu'on a un petit peu, entre guillemets, un cheval de course dans la série télé. Dans le livre, c'est pas tout à fait la même chose. Daphné, elle fait son entrée dans le monde, mais elle fait tapisserie. Elle fait tapisserie comme pouvait le faire Pénélope. Pénélope parce que personne ne s'y intéresse, ou comme pouvait le faire aussi Héloïse parce qu'elle fuit les balles. Mais on n'a pas le côté cheval de course, entre guillemets, dans le livre. On est plus sur une jeune fille normale qui qui rêve un petit peu, mais qui est quand même très carrée en fait au niveau de ce qu'elle veut, de ce qu'on attend d'elle et de ce qu'elle rapporte, tout en sachant qu'elle n'y connaît rien à l'amour, parce que c'était comme ça. Les jeunes filles de bonne famille ne devaient rien connaître à l'amour. On va passer au livre suivant, à savoir l'histoire d'Anthony et Kate. Chut. Gabi a toujours un avis sur tout. Les Bridgerton sont stupéfaits. Le vicomte Anthony veut se ranger. Et il sait ce qu'il veut. Une femme dont il ne risque pas de tomber amoureux, car l'amour est subalterne dans le couple. Edwina Sheffield est la reine de la saison. C'est donc elle qui l'épousera, et l'affaire sera réglée. Sauf que la demoiselle a une sœur dont l'influence est primordiale. Or, Kate Sheffield oppose son veto. Un débauché comme Anthony n'est pas un parti convenable pour Edwina. Ce dernier est offensé. Lui, le célibataire le plus convoité de Londres, indésirable. Pour qui donc se prend cette Péronnelle qui ne connaît rien à la vie pour oser le critiquer ? Il va lui prouver qu'il est irrésistible. Alors, j'ai pu lire des critiques un petit peu négatives sur le personnage d'Anthony. Bon, c'est clairement un con, Anthony. Hein. Je trouve que le personnage qu'il a dans la série télé est très proche de ce qu'il est dans les bouquins. Il est peut-être encore un peu plus con dans les livres, de mémoire. Alors, c'est une série de livres que j'ai lue il y a un an et demi, hein, donc mes souvenirs ne sont pas non plus impérissables. Et en fait, il va se dessiner avec Kate et Edwina Sharma un petit peu le jeu qu'il y a dans la série télévisée, sauf qu'il n'y a pas vraiment de triangle amoureux. Et Anthony, il veut trouver une femme en fait pour se marier, avoir des héritiers, quelqu'un qui a un petit peu de conversation pour qu'il s'ennuie pas, mais il veut pas tomber amoureux. Et Edwina, c'est une toute petite jeune qui vient de faire son entrée dans le monde, donc elle a que 18 ans. Il me semble que Kate a 25 ans, un truc comme ça. Il n'y a pas du tout l'histoire de la famille Sheffield qui vient des Indes. Mais il y a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. J'essaye de pas trop vous spoiler. Mais bien qu'elle ait été désignée par la reine comme diamant de la saison, il me semble bien. Il y a une partie en fait de leur background qui est réelle, mais c'est pas l'histoire des Indes et tout ça. Je trouve que c'était un apport très intéressant dans la série télé d'ailleurs.
Très très intéressant. Puis au niveau de l'esthétique, elle est quand même super belle. Et on se retrouve alors du coup avec un couple ou un futur couple où on a Edwina qui est assez transparente, alors que je trouve que c'est aussi un cheval de course, entre guillemets, dans la saison 2, Edwina. Parce qu'Edwina, un peu comme Daphné dans la saison 1, il y a le côté aussi, pas forcément compétition. Daphné veut être parfaite. Edwina aussi veut être parfaite dans la série. Je parle de la série télé. Il y a un peu ce côté, il faut qu'on renvoie l'image qu'on attend de nous, ce qui est vraiment placardé sur ces pauvres jeunes filles. Kate, elle ressemble aussi pas mal au niveau du caractère dans le sens où elle se laisse pas faire, elle envoie des parpaings, elle envoie des parpaings à Anthony si elle est pas d'accord ou des trucs comme ça. Mais ça fait une dynamique de couple enfin d'ennemis. On est en plein dans un enemy to lover entre Anthony et Kate qui est hyper drôle. Mais parce que ils finissent par devenir des gosses en fait, à pas pouvoir se blairer et compagnie, ils finissent par devenir des gosses. Et je sais qu'il y en a qui n'avaient pas aimé Anthony dans ce livre-là, mais bon, moi j'ai eu une petite tendance à prendre tous les Bridgerton et à tout apprécier. Mais pour ce que j'ai vraiment aimé, je l'ai pris pour quelque chose de divertissant. Point. Donc, et là-dessus, ça a rempli les curseurs. Un petit extrait. Affirmer que les hommes sont des têtes de mules serait insultant pour les mules. Je me demande si c'est pas Daphné qui dit ça. On passe aux chroniques de Bridgerton, tomes 3 et 4. Je remets la petite caméra, histoire de pouvoir voir ce que je fais. C'est rose. Donc on est sur la même esthétique. L'image, c'est Création Studio J'ai lu, d'après Alaver, c'est chez Shutterstock. Je me demande si c'est pas une image libre de droit, ça. Tome 3 et 4. C'est une traduction pour les deux de Cécile Détuyer et une création studio J'ai lu d'après Alaver, Shutterstock. La saison mondaine commence à peine que les mères ambitieuses et leurs filles sont déjà sur le pied de guerre. Qui attrapera dans ses filets l'un des rejetons de la famille Bridgerton, grande pourvoyeuse de beaux partis? Une course d'obstacles s'annonce, d'autant que les ragots vont bon train. Ainsi, le fringant Bénédicte a beau clamer qu'il ne souhaite pas se marier, le bruit court qu'il a croisé le regard d'une éblouissante inconnue lors d'un bal masqué. Et alors, que me direz-vous? Et alors, la belle a disparu à minuit, ce qui ne la rend que plus désirable aux yeux du jeune Bridgerton. Et qu'en est-il du charmant Colin, enfin de retour de ses pérégrinations sur le continent? Il a beau caracoler en tête de liste des célibataires les plus prisés, s'il est en quête d'une fiancée, il le cache bien, aux grandes dames d'une certaine débutante qui pourrait bien voir là un défi à relever. Mais n'ayez crainte, cher lecteur, votre dévouée chroniqueuse a plus d'un tour dans son sac lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce au destin. C'était la rubrique mondaine de Lady Whistledown. Que si vous avez vu la série télévisée, vous savez qui c'est. Mais on ne le sait pas encore. Les récits sont bien rythmés par les chroniques mondaines de Lady Whistledown. On sent qu'il y a quand même un petit impact sur la société, mais ça ne prend pas une importance telle que ça a été développé dans la série télé. J'ai trouvé que c'était très bien amené dans la série télé d'ailleurs. Le tome 3, Bénédicte. Comme le rapporte la mystérieuse Lady Whistledown dans sa chronique mondaine, on a vu, lors du bal masqué organisé par les Bridgerton, Bénédicte, le cadet de la famille, en compagnie d'une ravissante inconnue. Mais à minuit, la belle s'est enfuie. Depuis, il a beau la chercher dans tout Londres, elle semble s'être évaporée. Qui pourrait se douter que sous le masque de soie noire se cachait Sophie Beckett, fille illégitime du comte de Penwood, haïe par sa marâtre qui la cantonne à l'office? Quand Bénédicte croisera de nouveau Sophie, saura-t-il la reconnaître sous ses habits de domestique? Donc oui, on est en plein dans Cendrillon, mais en plein, et c'est trop bien. On a une fille illégitime qui vivait quand même avec son père. Donc il y avait quand même une certaine reconnaissance de cet enfant, parce qu'il pourvoyait à ses besoins, elle a reçu une éducation, etc. Mais
Mais du coup, elle n'a pas le statut d'une enfant légitime, donc elle ne peut pas prétendre à normalement un héritage, etc. Et je trouvais ça intéressant. Et c'est des choses qui sont aussi développées chez Jane Austen, par exemple. Il me semble que ça doit être dans Raison et Sensibilité. On est bien dans Cendrillon à fond les ballons, sauf que la petite demoiselle, après le bal masqué et un baiser échangé. Alors, c'est amené dans la série télé, j'arrête pas de faire des comparatifs, hein, moi qui disais que j'en ferais pas. Le fait que les femmes doivent rester chastes et pures et compagnie, je trouve que c'est vraiment le cran au-dessus dans la série télé où en gros une jeune femme en âge d'être mariée, une jeune fille en âge d'être mariée ne doit même pas se retrouver seule dans une pièce avec une porte fermée avec un homme. Et c'est un petit peu plus light, on va dire, dans l'ensemble des livres. On a donc Bénédicte qui commence à être un vieux célibataire, et là, enfin un vieux célibataire parce qu'il approche les 30 ans, il me semble. Et Anthony s'est marié sur le tard aussi, je crois qu'il avait 28-29 ans, un truc comme ça. Et Bénédicte, donc c'est le numéro 2. Et c'est aussi quelqu'un qui va être couru au niveau des... Enfin, qui va être fortement demandé par les jeunes filles et les mamans des jeunes filles à marier parce qu'il y a la fortune et compagnie. De mémoire, ce que j'ai vu, enfin, ce dont je me souviens au niveau de la série de livres, c'est que les hommes sont un peu plus on va dire, les chevaux de course, entre guillemets, de la fratrie. Parce qu'ils sont, enfin leur présence est attendue et recherchée dans les bals par exemple, parce qu'ils sont influents, ils sont charmants et compagnie, ils font danser même celles qui font tapisserie, etc. Alors que leurs sœurs, elles, vont plus avoir tendance à faire tapisserie, sauf peut-être Francesca. Mais enfin, c'est des gens qui sont... Les hommes sont plutôt décrits comme beaux et les filles plutôt comme jolies. Vous voyez la petite nuance. Mais bref, donc Bénédicte. Bénédicte, c'est un charmeur. Bénédicte, c'est l'artiste. Tout comme dans la série télé, du coup, il est assez oisif, il s'amuse, comme Anthony a pu aussi s'amuser. Et en fait, il a un coup de cœur à un bal parce qu'il rencontre une jeune femme qu'il ne connaît pas et qui l'intrigue beaucoup. Et ils échangent une danse ou deux. Et il y a éventuellement un petit baiser volé, sauf qu'à minuit, pouf, elle est partie. Et c'est une histoire qui va se dérouler sur plusieurs années, il me semble, parce qu'il me semble qu'il va retomber sur Sophie peut-être 2 ans après, quelque chose comme ça. Et Sophie, je trouve que c'est un personnage qui est très intéressant et qui sort peut-être un peu plus de l'ordinaire des autres jeunes filles, enfin des conjointes des frères Bridgerton ou des sœurs Bridgerton, parce que elle n'a pas le même vécu, du coup, parce qu'elle elle a un vécu qui est quand même difficile. Parce que sa belle-mère, en fait, après la mort de son père, le comte de Penwood, la traite comme de la merde et compagnie. Et Sophie, elle a été plutôt élevée dans la prime enfance. Elle a été élevée de manière assez correcte, bien que c'était un peu frisqué, on va dire. Mais à la mort du comte Penwood, c'est devenu très compliqué pour elle. Et elle est passée du côté de la servitude. Et ce qui fait que c'est quand même une nana qui n'a pas le temps de rêver parce qu'il faut qu'elle travaille, faut qu'elle gagne l'argent et compagnie. Elle, donc, vous voyez, il y a déjà une différence une différence de niveau social, de niveau financier, pas de niveau culturel par contre. Elle a bien été éduquée, etc. Enfin, il y a une différence par rapport au Bridgerton. Et Sophie, elle va être à fond dans la résistance, alors que Bénédicte va être à fond
fond dans le charme. Il y a toute une série de quiproquos, mais qui est drôle, et puis en même temps, ça vous fait mal au cœur parce que c'est compliqué, parce que Sophie, elle est super. Je crois que c'est mon personnage préféré. Je pense que c'est mon livre préféré. Il y a le côté réécriture de contes aussi qui est vraiment très fun. Enfin, c'est vraiment très simple. Je vous lis un extrait. C'est une discussion entre Bénédicte et Héloïse. Héloïse doit être à peine majeure à cette époque-là parce que c'est la 5e enfant. On ne t'a jamais dit que tu étais excessivement indiscrète ? Si, tout le temps. Où étais-tu ? Et terriblement obstinée. Tout le monde devrait l'être. Où étais-tu ? T'ai-je dit que j'envisageais d'investir dans une manufacture de muselières pour jeunes filles trop curieuses ? Héloïse lui lança un coussin à la figure. Donc vous voyez, il y a le côté où c'est... Le côté frère et sœur qui se chicanent, quoi. Je pense que ça se faisait pas trop comme ça dans la haute. Je l'ai pas lu en tout cas chez Jane Austen ou chez Emily ou Charlotte Brontë. Pour le moment, je me suis arrêtée là au niveau des... Mais je vais diversifier encore mes lectures d'auteurs du 19e siècle, d'auteurs féminines. On passe au tome 4. Colline et Pénélope. Depuis l'âge de 15 ans, Penelope Featherington aime secrètement Colin Bridgerton sans nourrir la moindre illusion. Néanmoins, un pari va les rapprocher. C'est décidé, ils uniront leurs efforts pour démasquer la mystérieuse Lady Whistledown, la plume anonyme qui épingle le beau monde dans ses billets malicieux. Et dans cette aventure, d'autres surprises pourraient être au rendez-vous. Un petit extrait, ça va vous mettre dans l'ambiance. Parce qu'il y a... donc dans la série de livres... Pénélope et Héloïse sont aussi des amies très proches, ce qu'on voit moins parce que du coup, comme les livres sont focalisés sur une romance, donc un personnage de la famille Bridgerton et une pièce rapportée, on va dire, on voit un peu moins de ce qui se passe en coulisses. Mais il y a quand même une amitié qui est très forte entre Pénélope, qui habite en face, et Héloïse. Alors, les Featherington n'ont pas non plus vraiment la même histoire même pas du tout, il me semble pas, que dans la série télé. C'est une histoire que un choix d'adaptation que j'ai trouvé vachement intéressant dans la série télé aussi. Alors, Monsieur Bridgerton, tous deux se figèrent. Ils connaissaient cette voix. Tout le monde la connaissait. « Sauvez-moi » gémit Colline. Jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, Pénélope reconnut la redoutée Lady Danbury qui fendait la foule, et frémit lorsque son inséparable canne atterrit sur le pied d'une malheureuse jeune femme. « Peut-être parle-t-elle d'un autre Monsieur Bridgerton » suggéra Pénélope. « Après tout, vous êtes un certain nombre et... »« 10 livres pour vous si vous restez à mes côtés, lâcha-t-il. Pénélope émit un hoquet de surprise. « Ne soyez pas stupide, 20 !»« Top là !» répondit-elle amusée. Pénélope, c'est, je trouve, la même Pénélope, en fait, que ce soit dans la série télé ou dans la série de livres. C'est-à-dire une nana à qui on n'arrête pas de dire qu'elle est pas belle, qu'on met de côté, qu'on oublie, qui est quand même sacrément sensible et qui, du coup, a un sacré secret. Mais comme je vous ai dit, Lady Whistledown n'a pas tout à fait le même impact dans la série de livres que dans la série de films. Là, il y a plus de suspense, il y a l'enquête et compagnie dans la série télévisée. C'est un petit peu moins le cas dans la série de livres, mais donc là, comme c'est un tome qui est consacré à Colline et Pénélope, Colline et Pénélope en fait vont faire une enquête pour essayer de dévoiler qui est Lady Whistledown, mais je pense peut-être plus par jeu, ce que rappelait et voilà. C'est à l'origine d'un pari en fait d'essayer de trouver l'identité de Lady Whistledown. Et le truc que je trouve, je trouve que c'est un couple qui est très très intéressant aussi parce qu'on a un Colin qui est quand même sûr de lui et compagnie, mais contrairement à ses frères Anthony et Bénédicte, Colin n'a pas eu de relation avec des femmes, il me semble. Il me semble qu'il est... Enfin, déjà, il est assez jeune et il me semble qu'il est vierge.
il est beaucoup dans le charme et compagnie, mais ça n'a pas dû aller très loin. Il n'est pas innocent non plus, il sait comment on fait les bébés, etc. Mais il n'est pas... enfin, il a jamais passé le pas. Et en fait, il connaît Pénélope depuis toujours. Ils se connaissent depuis toujours, ils se fréquentent. Il y a moins le côté concurrence entre la famille Bridgerton et la famille Featherington qu'il y a dans la série télé. Mais enfin, c'est des familles qui se fréquentent. Et c'est l'ami de sa petite sœur. Et en fait, il est toujours... Enfin, il est très souvent à plaisanter, à discuter avec elle, à la faire danser aussi. Et Pénélope, qui a tellement l'habitude d'être laissée de côté, elle va... En fait, elle est amoureuse de Colin depuis des années. Colin ne la voit pas du tout. Il ne la calcule pas du tout, comme dans la série. Et en fait, ils vont se rapprocher, mais toujours sur un côté amical. Et Pénélope, en fait, on ne peut pas s'empêcher d'avoir un peu de pitié pour elle parce que ça fait un peu la pauvre fille, quoi, qui y croit même pas. Elle n'y croit pas à une histoire potentielle avec Colin. Elle en rêve, hein, mais elle n'y croit pas. Pour elle, c'est pas possible. C'est quelqu'un de très pragmatique, Pénélope. Et ça va créer plein de situations aussi de quiproquos qui sont assez marrants. C'est vraiment, vraiment fun. La Chronique des Bridgerton, tomes 5 et 6. C'est toujours une traduction de Cécile Destuilier, une création studio J'ai lu d'après À l'aveur de Shutterstock. Je les trouve trop beaux ces livres, franchement. Depuis que sa meilleure amie Penelope Featherington a convolé en juste noces, Héloïse, la rebelle de la fratrie Bridgerton, s'interroge. Les commères n'auraient-elles pas raison de prétendre qu'elle ne trouvera pas de mari ? Oh, elle en a reçu des propositions au fil des ans. Elle les a toutes refusées, sous prétexte que ses prétendants n'étaient pas parfaits. Une exigence ridicule, bien sûr. Inquiète à l'idée qu'il ne soit déjà trop tard, Héloïse reçoit à point nommé une invitation de la part de Sir Philip Crane, un veuf, avec qui elle entretient une relation épistolaire. La proposition est d'autant plus audacieuse qu'il envisagerait de se remarier. Sans en souffler mot à quiconque, elle décide de se rendre chez cet homme qu'elle n'a jamais rencontré. De son côté, sa sœur Francesca file le parfait amour avec son mari, le comte de Kilmartin, dans leur château en Écosse. Elle n'imagine pas qu'un événement inconcevable va bouleverser le cours de sa vie pour le pire et pour le meilleur. On va voir là 2 romans bien différents. Le tome consacré à Héloïse. Après la disparition tragique de sa femme, Sir Philip est totalement désemparé. Comment va-t-il faire pour élever ses enfants qui ont souffert de la maladie de leur mère ? Comment leur apprendre la tendresse, lui qui ne sait pas exprimer ses émotions ? Pourquoi ne proposerait-il pas le mariage à Miss Bridgerton, avec qui il entretient une relation épistolaire ? Surprise, mais en même temps troublée, Héloïse, qui ne fait rien comme tout le monde, quitte Londres en secret pour rejoindre dans son manoir cet homme qu'elle n'a jamais vu. C'est quelque chose qu'on a déjà pu voir dans la série, si vous êtes à jour, qui a commencé à être un petit peu préparé, dans la mesure où on a déjà rencontré Sir Philip Crane, qui est le frère de Sir George Crane, qui était amoureux de Marina Thompson. Marina Thompson est la cousine des Featherington dans la série télé. C'est pas le cas dans la série de livres, parce qu'il me semble que Marina était une cousine un petit peu lointaine des Bridgerton. Donc il n'y a rien à voir avec les Featherington. Et de mémoire, c'est pas vraiment la même histoire. Mais ça va être le point d'entrée, en tout cas, de la rencontre entre Sir Philip Crane, donc, qui n'était pas censé hériter du comte. Sir Philip, c'était je ne sais plus s'il est comte ou duc, enfin, il a un titre toujours, il a un titre et des terres. Mais Philippe était le cadet, donc il n'était pas censé hériter. C'était George qui devait le faire. C'est différent dans la série, mais ça va être le même mode de rencontre entre Héloïse et Philippe.
La grande différence aussi entre la série télé et la série de livres, c'est que le personnage d'Héloïse n'est pas vraiment le même. Parce que oui, elle est décrite comme une fille qui est rebelle, mais de mémoire, toute l'histoire avec Théo Sharp par exemple, qui est présentée dans la série télévisée, ça n'existe pas. On va dire que Héloïse est un peu plus son opposée au mariage parce que elle veut pas épouser un abruti, donc elle a repoussé plusieurs demandes. Héloïse est plutôt une originale qu'une grande rebelle, on va dire. Et le développement, bon, si j'avais une préférence, je dirais que je préfère quand même Héloïse dans la série télé. Mais Héloïse et la Héloïse du livre et la relation qu'elle va nouer avec Philippe, c'est vraiment top. Et c'est très drôle. Je sais que il me semble que c'est un des tomes qui est peut-être les moins appréciés dans la série de ce que j'ai pu lire ou échanger avec des copines. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, franchement, parce que Héloïse, elle a un sacré culot. Et en fait, à un moment, elle sent que c'est le bon. C'est le bon moment pour elle. Parce que il me semble qu'elle a 28 ans, donc ce qui est âgé pour une femme de l'époque, pour se marier. Et oui, juste pour préciser, il me semble bien qu'au niveau timeline, l'histoire de Pénélope et Colline, l'histoire d'Héloïse et Philippe et l'histoire de Francesca, c'est vraiment dans un mouchoir de poche en termes de temporalité. Ça se passe peut-être dans le même mois. Je ne sais plus exactement, mais ça se passe à peu près en même temps. Il y a 3 mariages quasiment coup sur coup. Héloïse, donc, sur un coup de tête, elle décide de rencontrer un homme avec qui elle a une correspondance assez assidue parce que c'est le veuf d'une cousine assez lointaine à qui elle écrivait régulièrement aussi. Et en fait, elle saisit cette chance. Elle se dit, c'est le bon. Sauf qu'elle a un culot monstre parce qu'elle part sans rien dire à personne. Elle part sans même prévenir Philip Crane. Elle débarque complètement, pas de chaperon, rien que dalle. En gros, elle ruine sa réputation. Et si Philippe l'avait rejetée ou si... Enfin, elle aurait pu vraiment être ruinée si ça n'avait pas fonctionné avec Philip Crane. Héloïse se préparait déjà à une vie de célibat, à bouffer ses gâteaux et puis lire des bouquins et sortir une remarque sarcastique de temps en temps. Et je trouvais que c'était vraiment top parce que là on a une jeune fille qui est assez affirmée parce qu'elle a quand même 28 ans, qui prend sa vie en main parce que Philippe c'est pas vraiment le gars à prendre les choses en main. Et Philippe, il est complètement dépassé par ses enfants en fait, qui épuisent gouvernante après gouvernante. Il est encore sous le coup de la mort de sa femme qui a eu lieu quelques mois, enfin c'est assez récent. Hein. C'est assez récent. Et il y a tout ça qui lui tombe dessus en fait, et c'est vrai qu'il est assez attentiste en fait. Il est vachement dans l'évitement aussi comme gars. Ça arrive, hein, il y en a des comme ça, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, on s'en fiche. Mais il y en a qui sont comme ça dans l'évitement parce que y a trop à gérer, parce que c'est compliqué de mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est compliqué de prendre les choses en main, d'assumer ses responsabilités, ses gamins, son domaine. Donc Philippe, il a une petite tendance à être planqué dans la serre, à s'occuper de ses roses, pendant que ses gamins font n'importe quoi. Et du coup, le truc qui est assez intéressant dans cette romance, c'est que Héloïse débarque là-dedans. Et elle s'adapte en fait. Elle va vraiment s'adapter, sachant qu'elle s'est enfuie. Hein. Elle s'est enfuie de chez elle. Personne ne sait où elle est partie. Je crois qu'elle l'a vaguement... Elle avait peut-être vaguement dit quelque chose à Pénélope, mais comme Pénélope avait être en plein dans son histoire avec Colline, ça passe à la trappe en fait. Il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises. Hein. Je rappelle que ma lecture remonte il y a un an et demi.
Et c'est des livres que j'ai vraiment envie de relire parce que c'est fun en fait, c'est vraiment super drôle. Comme je vous ai dit, vous n'allez pas forcément rire, mais vous allez au moins sourire, ça va vous mettre la banane. Et le truc qui est assez marrant, c'est que du coup, Héloïse, Héloïse, elle fait quand même partie d'une famille qui est nombreuse. Elle a deux sœurs et un frère qui sont plus jeunes. Bon, Francesca et Daphné sont assez proches en âge d'elle. Mais Grégory et Hyacinthe sont plus petits. Donc Héloïse, elle est habituée à avoir une grande famille comme ça qui bouge et compagnie. Et en fait, elle va prendre en main ces gamins-là aussi. Et elle va mettre les mots qui manquent à Philippe sur ce qu'il ressente, sur ce que lui ressent, sur ce que ses enfants ressentent aussi par rapport à la mort de leur mère. Et je trouve que c'est assez bien amené parce que ça parle de maladie. Je ne vais pas vous le cacher, ça parle de santé mentale par rapport à la maman qui est décédée. Ça parle quand même pas mal de traumatisme aussi, mais c'est amené de manière hyper bienveillante parce qu'Héloïse, elle est comme ça, hein, c'est tous des gentils là-dedans, c'est ça qui est chouette aussi. C'est tous des gentils. Et c'est peut-être un des livres les plus drôles. Je pense que ceux qui sont les plus drôles, moi je dirais Anthony et Kate. Colline et Pénélope aussi, il est bien marrant. Héloïse et Philippe. Et les deux derniers aussi, sur Grégory et Hyacinthe. Hyacinthe, c'est super drôle. C'est vraiment très marrant. Je ne vais pas vous lire l'extrait parce qu'il est très long. Mais à un moment, en fait, les hommes font un petit jeu de tir avec je sais pas si on appelle ça un mousquet à l'époque, j'ai plus le terme en tête. Et Héloïse veut participer. Sauf qu'il y a tous les frères qui se débinent. Philippe finit par filer son arme à Héloïse, qui a pas l'air qui prend le truc, qui a pas l'air de viser spécialement, qui fait mouche. Parce que le truc qui est assez marrant chez les Bridgerton, c'est qu'ils ont tous la gagne. Il y a je sais pas, si vous avez vu la série, la partie de croquet entre les Bridgerton et les Sharma, donc les Sheffield, est quand même assez marrante, parce qu'ils ont vraiment la gagne, mais à fond les ballons. Et en fait, c'est pareil pour un peu de tout, en fait. Dès qu'ils se mettent à un sport, bon là, c'était le tir. Et en fait, là, les frangins, ils veulent se débiner parce qu'ils ne veulent pas jouer avec... s'exercer au tir avec Héloïse, parce qu'Héloïse, elle les bat à plat de couture. Et les relations dans cette famille, elles sont vraiment super marrantes. On va passer au livre suivant qui concerne Francesca. Je pense que c'est un de mes préférés. La vie est parfois cruelle. Après avoir passé tant d'années à papillonner de femme en femme, Michael Sterling est tombé amoureux fou de la seule femme qu'il était interdit d'aimer, Francesca, l'épouse de son cousin John, que Michael aime comme un frère. Quand John meurt brutalement, Michael devient comte de Kilmartin. Désormais, Francesca est libre, mais le souvenir du défunt se dresse entre eux. Comment trouver le bonheur sans avoir l'impression de trahir celui qu'il chérissait tant ? Ce qui va sortir de l'ordinaire dans ce livre, c'est que Francesca, donc, elle va s'engager dans une deuxième relation amoureuse. Donc, elle a fort aimé John, mais elle va fort aimer Michael aussi. Et le truc qui est compliqué, c'est qu'il y a un petit peu le fantôme de John qui est entre eux. Et Francesca, de mémoire, elle s'est mariée assez jeune et c'est un mariage qui a duré assez peu parce que John est mort assez rapidement. Ce qui fait que Francesca, on va dire, sur le plan sentimental, sexuel, elle a quand même quelques longueurs d'avance aussi sur ses sœurs et ou sur ses belles-sœurs également. Parce qu'elle a déjà connu des relations charnelles, ça a été une épouse. Et donc c'est un livre qui est quand même sur le deuil, parce que ça va être une pilule qui n'est pas facile à avaler. Francesca, c'est un peu la solitaire de la famille quand même, qui se réfugie dans sa musique ou dans des grandes balades
dans des grandes balades à l'extérieur et Francesca, elle a quand même du mal après la mort de son mari, ce qui est complètement normal. Et c'est donc une histoire sur le deuil à la fois pour Francesca et pour Michael. Et Michael, il va vraiment s'interdire même une fois que Francesca sera veuve, il va se l'interdire. C'est la femme interdite parce que c'était la femme de son cousin qu'il considérait comme son frère. Francesca, elle sait pas tout ça. Et si lui était amoureux depuis un moment, elle l'était pas. Elle l'était pas encore parce qu'elle était amoureuse de John, qu'après il faut prendre du temps, le temps de s'habituer au fait d'être veuve, que lui n'est plus là, que son mari n'est plus là, et de se dire là ça fait quelque temps, je vais peut-être envisager de revenir dans le monde pour me remarier, parce que Francesca, elle va être veuve très très jeune, genre à 21, 22 ans, un truc comme ça. Et du coup, ça va être un peu un jeu du chat et de la souris entre Francesca et Michael. Et le truc qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est que c'est Michael, entre guillemets, qui est le soupirant. C'est Michael qui est amoureux sans rien dire depuis longtemps. Et Francesca va mettre un peu de temps à s'en rendre compte. Et quand elle va s'en rendre compte, Michael se l'interdit. Donc c'est vraiment un jeu du chat et de la souris avec c'est une très très belle histoire. Je trouve que au niveau de ce par quoi les personnages passent au niveau du deuil, de la perte, de s'autoriser à revivre, etc. C'est vraiment très bien amené. Et Francesca, elle est vraiment chouette. Enfin, elle est très indépendante comme femme, très indépendante. Elle est quand même plutôt secrète aussi, et il y a toute une reconstruction. Et c'est beaucoup un livre aussi qui va traiter du désir. Parce que du coup, le désir pour Michael n'est pas le même désir que Francesca avait pour John. C'est pas la même relation et on va être du côté plus passionnel avec Michael qu'avec John où c'était plutôt plus tendre. Et c'est une très très belle relation et je sais qu'il y a énormément de lectrices et de lecteurs aussi sans doute qui ont hâte de voir ce livre adapté dans la série. Mais ce ne sera pas tout de suite parce que c'est Colline d'abord, saison 3 Colline, saison 4 Bénédicte. Après, peut-être Héloïse, donc c'est pas de suite. Donc c'est la maman de John, donc la tante de Michael, qui lui dit « Merci Michael d'avoir laissé mon fils aimer Francesca avant toi. » Et je pense que, de mémoire, cette phrase du coup que lui dit sa tante, un truc comme ça, oui c'est son cousin, c'est sa tante, ça va libérer quelque chose chez Michael qui va enfin s'autoriser à envisager Francesca en fait. Et c'est vraiment une très 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 belle... c'est une très belle histoire. Une très très belle histoire. On va passer sur l'intégrale 7 et 8 qui concerne d'abord Grégory et ensuite Hyacinthe. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez de Hyacinthe dans la série télé. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Donc on est toujours sur une traduction de Cécile Détuyer et une création studio J'ai lu d'après Alaver chez Shutterstock. Je les trouve trop beaux. Ils sont trop beaux ces livres. Les jeunes gens ne se bousculent pas pour demander la main de Hyacinthe, la cadette des Bridgerton. Trop fine mouche, trop sincère. Certes, mieux vaut être seule que mal accompagnée, il n'empêche qu'elle commence à se demander si elle ne va pas finir vieille fille. Et ce n'est pas la rencontre avec Gareth Sinclair, aristocrate à la réputation sulfureuse, qui risque d'y changer quoi que ce soit. Encore que, la découverte d'un journal intime en italien qu'elle se propose de lui traduire pourrait bien jouer un rôle inattendu. Contrairement à la plupart de ses congénères, Grégory, le Benjamin des Bridgerton, ne vit que dans l'attente du grand amour. Il croit l'avoir trouvé en la personne de Lady Hermione Watson, éblouissante beauté dont, hélas, le cœur est déjà pris.
Qu'à cela ne tienne, Grégory va accepter l'aide de Lucinda Abernathy, la meilleure amie de l'angélique Hermione, pour parvenir à ses fins. Donc je me suis trompée, c'est d'abord Hyacinthe et ensuite Grégory. Donc c'est les plus jeunes. Et de mémoire, ils vont se marier assez jeunes. Et je pense que ce sont parmi les livres les plus drôles. Le truc que je vais trouver intéressant en fait dans l'histoire qui concerne Hyacinthe, sans vous spoiler, on est sur une chasse au trésor. C'est ce qui va faire se nouer la relation entre Hyacinthe et Gareth. Le truc qui est vraiment super attendrissant aussi de la part de Hyacinthe, donc Hyacinthe, elle n'a pas du tout sa langue dans sa poche, je pense qu'elle fait peur au mec, clairement. Et Hyacinthe, elle est surtout très très copine avec Lady Danbury, qui est un petit peu sur la fin de sa vie, qui a plus de mal à se déplacer, qui est âgée, etc., mais qui n'a rien perdu de sa grande franchise. Et Hyacinthe, en fait, c'est, on va dire, en termes de mariage au niveau des Bridgerton, c'est sans doute celle sur laquelle personne n'aurait parié. Parce que, vu le caractère qu'elle a, en fait, on la fuit, clairement, on la fuit. Et en plus, elle est copine avec Lady Danbury. Alors, c'est pour dire, hein, la cadette Bridgerton, l'une des meilleures familles du Londres des années 1820, est-elle destinée au célibat ? Trop fine mouche, trop directe, Hyacinthe n'a rien de l'héritière effacée qu'attendent les hommes de la bonne société. Cependant, ce n'est pas une raison pour finir vieille fille. Certes, quand Gareth Sinclair, un aristocrate à la réputation douteuse, croise son chemin, on est loin du coup de foudre. Mais la traduction à 4 mains d'un journal intime écrit en italien va jouer un rôle qui n'était pas du tout prévu. Donc on est vraiment sur une chasse au trésor. Un petit extrait. Les hommes n'aiment pas les femmes plus intelligentes qu'eux, et Hyacinthe Bridgerton n'est pas du genre à jouer les cruches pour plaire à ces messieurs. Et alors, de mémoire, Gareth Sinclair est apparenté à Lady Danbury. De mémoire également, il ne me semble pas que dans la société décrite, donc la société londonienne aristocratique décrite dans la série La Chronique des Bridgerton, je parle des livres, soit aussi cosmopolite, donc de différentes origines ethniques, on va dire, que ce qui transparaît dans les séries télévisées. J'ai pas encore creusé si c'est quelque chose qui était... Je pense qu'il y avait des aristocrates qui étaient présents à la cour, qui pouvaient venir d'Inde, de Chine, etc., qui étaient noirs de peau, qui étaient asiatiques, mais je pense que c'était pas aussi important en termes de représentation que ce qui est montré dans la série télévisée. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait ? On est là pour se marrer, non ? Plutôt. Mais bref, Gareth Sinclair est apparenté, c'est un petit cousin, un petit neveu, un truc comme ça, à Lady Danbury. Et c'est un de ses chouchous, parce que Lady Danbury des bouquins, bien qu'elle soit plus discrète parce qu'elle est moins présente, a la dent dure aussi, comme la Lady Danbury de la série télévisée. Et Gareth est un de ses petits chouchous, parce que les autres, c'est juste des grosses truffes. Et ça va donner vraiment des choses qui sont... Enfin, c'est drôle. Hyacinthe, elle a un sacré caractère. Gareth aussi, de mémoire. Hein, il est... Puis Hyacinthe, elle n'a pas froid aux yeux. Clairement, elle n'a pas froid aux yeux du tout. On va passer au tome suivant pour éviter de faire une vidéo qui dure 3 heures. Grégory, donc, il veut également faire un mariage d'amour comme ont pu le faire ses frères et sœurs, comme le souhaite aussi pour lui sa mère Violette. Et Grégory va tomber fou amoureux de Hermione. Et on va se retrouver en fait, parce qu'il y a Lucinda Abernathy, donc Lucie, qui est beaucoup plus discrète. On va se retrouver un petit peu dans un jeu à la Cyrano de Bergerac. Si je me souviens bien, Cyrano prêtait des mots au prétendant de Roxane, un truc comme ça. Et là, on se retrouve un petit peu dans cette chose-là, sauf que les rôles sont inversés. Cyrano, c'est Lucie, et le prétendant, c'est Grégory, et Roxane, c'est Hermione. Et
Grégory, en fait, il est jeune, hein, il a une petite vingtaine d'années là. C'est un jeune chien fou, entre guillemets. Et Lucinda, c'est la parfaite petite nana de la bonne société qui répond bien et compagnie, qui obéit à ce qu'on lui dit, etc. Et ça va donner quand même des scènes osées, je parle pas sur le plan sexuel, mais des scènes assez osées parce que au moment où Lucinda, par exemple, va devoir épouser l'homme qu'on lui a désigné, quelqu'un va dire non. C'est pas un peu gonflé tout ça? Donc je trouve ça très drôle. Enfin bref, quand Grégory va mettre un petit peu de temps quand même à se rendre compte qu'il est amoureux de la mauvaise personne et c'est un peu tard parce que Lucinda elle est engagée et il va jusqu'à enfin ça va donner des scènes assez rocambolesques, assez osées on va dire, parce que une fois que c'est monté au cerveau au petit Greg, il y va hein. Je vais vous présenter le dernier livre de la série. Donc c'est La Chronique des Bridgerton des années plus tard et Les Chroniques de Lady Whistledown. C'est traduit de l'anglais par Léonie Spire et Cécile Destuiliers. C'est toujours une création studio J'ai lu d'après Alaver Shutterstock. Je précise que la particularité de cette intégrale-là, c'est que des années plus tard, Julia Quinn a fait le choix de donner un nouvel épilogue à chacune des 8 premières histoires d'amour qu'elle a écrites sur les Bridgerton. Donc, très honnêtement, je trouve que c'est un livre dont on peut se passer. Mais c'est toujours agréable de pouvoir replonger, revivre l'expérience en fait des Bridgerton avec une petite scène en plus. Mais une petite scène en plus, ça veut dire que à la louche, la moitié du livre est divisée en 8 épilogues. Donc c'est des grandes nouvelles, on va dire. C'est de la nouvelle sur une scène qui se passe dans la romance dans chaque romance. Très honnêtement, j'ai pas le souvenir de grand chose à part peut-être Daphné et Lucie. J'ai pas le souvenir de grand chose. Et les Chroniques de Whistledown, de mémoire, c'est 2 grandes nouvelles qui... Donc là, pareil, on est plus sur de la novella. Donc 2 grandes nouvelles sur 2 histoires d'amour qui sont racontées du point de vue de Lady Whistledown qui reprend du service. Je vous lis le 4e. Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violet Ledger sont nés 8 enfants, héros de la chronique des Bridgerton. Mais que sont devenus Daphné, Anthony, Bénédicte, Colin, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe? Des années plus tard, les mariages et les naissances ont apporté leur lot de doute et de bonheur. La famille s'est agrandie et sous le regard serein et bienveillant de Lady Violette, la dynastie Bridgerton se retrouve pour une dernière fois. Donc on est bien dans l'idée de un peu dire au revoir à tout ce petit monde et de fermer la porte. Ça se lit franchement, je me suis pas ennuyée, mais je trouve qu'on peut fortement s'en passer. Ensuite, vous souvenez-vous de Lady Whistledown dont les chroniques alimentaient les ragots du tout Londres? Pour notre plus grand plaisir, elle a repris sa plume acerbe et drôle et nous narre la saison de 2 délicieuses débutantes. Sur les 2 grandes nouvelles, j'ai le souvenir un peu à la lecture d'une petite frustration parce qu'en fait, j'aurais aimé que ce soit des histoires qui soient développées sur un tome entier. Voilà, on a Susanna, courtisée par le propre frère de son ancien fiancé, et Tilly, riche héritière qui n'a Dieu que pour Peter, sans le sou et indifférent. L'amour n'a pas fini d'alimenter les potins de la cour. J'ai un souvenir qui est assez agréable honnêtement sur l'ensemble des livres. Et je sais que la série, je crois que la saison 1, je l'ai vue 3 fois. Je crois que la saison 2, je l'ai vue 2 fois au moins. Queen Charlotte, je l'ai vue qu'une fois. Je vous présenterai le livre à part quand je l'aurai lu. Parce que ce qui est différent, c'est que Queen Charlotte, c'est une création Netflix donc de Shonda Rhimes
en collaboration avec Julia Quinn. Ce qui veut dire que le livre sur Queen Charlotte est écrit par les deux femmes, par Julia Quinn, qui est à l'origine de cet univers-là, et Shonda Rhimes, qui a ramené son talent d'adaptation, de création de séries télévisées. J'ai vraiment beaucoup aimé aussi Queen Charlotte, qui a un côté encore plus poignant. Là encore, on n'est pas dans de la réalité historique, on est vraiment sur de la romance. Mais la question de la santé, du traitement de la santé mentale à cette époque-là, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Qu'est-ce qu'on attend d'une romance? Moi, j'attends du divertissement, j'attends de ressentir plein de choses, j'attends de prendre plaisir à la lecture, j'attends de pouvoir me marrer. Je me suis marrée, c'était léger, c'est super agréable, j'ai vraiment apprécié. Que dire de plus? Le job est accompli. J'espère que je vous ai donné envie de les lire ou de les relire. N'hésitez pas à me le dire si vous lisez si vous les avez déjà lus ou si vous comptez les lire. Si vous avez des références de romances qui sont cool à me donner, pas forcément de la romance en costume, hein, n'hésitez pas à le faire. Parce que par exemple, moi j'avais des petites envies de Régine Desforges et de La bicyclette bleue, que j'ai découvert en téléfilm il y a fort longtemps. Je pense que j'étais peut-être pas ado, jeune adulte. Et je les ai jamais lus, mais j'ai une petite envie. J'ai une petite envie d'Autant en emporte le vent aussi, et en rangeant ma bibliothèque, j'ai découvert que j'ai les 3 tomes d'Autant en emporte le vent, et j'ai le clan Butler, il me semble, qui est une suite. Et toujours un petit peu dans le côté roman, je vais continuer les lectures de Jane Austen. J'ai pas envie de trop vous matraquer de Jane Austen en vous faisant des lectures à voix haute, donc je vais un peu diversifier aussi. J'hésite aussi à lire Orgueil et Préjugés, parce qu'en fait il y a pas mal de livres audio sur Orgueil et Préjugés qui sont sur YouTube, donc j'ai pas envie de me noyer dans la masse. Je lirai peut-être un autre livre. Donc voilà, à tout bientôt, et puis peut-être qu'on va se revoir bientôt sur la série télévisée, parce que je ferai bien des vidéos dessus aussi, parce que c'est trop bien. Rêvez tout grand, de grands costumes de valse et de gants que l'on perd. À bientôt!